Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. La Croix-Rouge canadienne est l'une des 190 sociétés nationales du Mouvement international de la Croix-Rouge, dont le siège social est situé à Genève, en Suisse. Ce fut un homme d'affaires suisse, humaniste, M. Henri Dunant, qui, en 1863, a été à l'origine d'un premier projet pour venir en aide à des militaires blessés. Depuis ce temps, 97 millions de membres et volontaires, en plus des 300 000 employés, se dévouent à la cause de l'aide humanitaire au sein du Mouvement international de la Croix-Rouge. Nous vous présentons un entretien avec un vétéran des opérations d'urgence sur le terrain, tant à l'international qu'au Canada, un citoyen du monde engagé, M. Jean-Pierre Taschereau. Bonjour, Jean-Pierre Taschereau. Merci de nous recevoir dans ton milieu de rencontre ici aujourd'hui. Nous voulions te jaser avec toi par rapport à ton engagement citoyen au niveau de l'aide humanitaire. Et on sait que tu es au niveau de la Croix-Rouge canadienne depuis quelques années, donc on va jaser un peu de ça. Ça fait qu'aujourd'hui, nous sommes à l'hôtel Musée Premières Nations, car tu es co-organisateur d'une conférence nord-américaine. Voudrais-tu nous préciser un petit peu la conférence? Oui, c'est ça. Ici, on est à Wendake, en fait. Et puis, c'est une conférence nord-américaine sur l'assistance aux populations vulnérables. Donc, on a des experts du Mexique, des États-Unis, du Canada. On a des représentants de communautés autochtones qui viennent de travers le pays. Puis, on travaille sur des façons dont on peut améliorer la façon dont les répondants en mesure d'urgence peuvent assister les personnes les plus vulnérables. Puis les gens qui participent, ce sont des travailleurs, j'imagine, de la Croix-Rouge. Est-ce qu'il y a des citoyens ou c'est seulement des travailleurs? Il y a des citoyens aussi? C'est vraiment éclectique, là. Il y a des gens de la Croix-Rouge des 3 pays dont j'ai parlé. Il y a des gens du monde universitaire, de 2 universités américaines, une université australienne. Il y a une personne de notre siège international à Genève. On a un grand chef des Premières Nations, des communautés du Saskatchewan aussi, qui vient parler de l'expérience de travailler avec la Croix-Rouge en réponse d'urgence là-dedans. On a des gens, des représentants du gouvernement fédéral aussi. Donc, c'est vraiment là divers milieux qui viennent ensemble pour travailler justement à différents niveaux pour voir comment on peut améliorer la façon dont on rejoint et on assiste les gens les plus vulnérables dans des situations d'urgence. Donc, c'est une rencontre très importante. Hein? On espère, oui. Puis on espère qu'on va avoir des résultats tangibles au bout de ça. Ouais. Ah, bien, je te le souhaite. Ça fait qu'on va revenir pour ton parcours personnel et professionnel, parce que des gens, malgré tout, peut-être qui te connaissent peu, là. Ça fait que tu es natif de Sainte-Marie-en-Beauce. Tu as fait des études en droit international à l'Université Laval. Bien, mes études, c'était vraiment un mélange de droit, sciences politiques et économie. C'était la maîtrise en relations internationales à Laval. Mais à ce moment-là, j'avais déjà pas mal une bonne idée de ce que je voulais faire. Puis c'était mon appel, si on veut, pour la Croix-Rouge, s'est fait entendre en 91 lors de la débâcle à Sainte-Marie. La Croix-Rouge canadienne était venue monter un centre d'hébergement d'urgence à la polyvalente Benoît-Vachon. Puis je suis allé voir si je pourrais donner un coup de main pour aider les gens qui étaient là. Puis il y avait des dépliants sur une table qui parlaient de ce que la Croix-Rouge faisait, non seulement au Canada puis à l'international. Puis c'est là que j'ai connecté. J'avais toujours eu l'intuition que je voulais travailler au niveau humanitaire, bien, sans connaître le terme humanitaire. Je voulais travailler au niveau international et faire un travail qui permettait d'améliorer les choses. La condition des gens. La condition humaine, on veut. Là, une grande part d'idéalisme et d'aventure, je dirais, puis de curiosité. Donc, ça, c'est vraiment, pour moi, ça a été très clair que ça rejoignait ces intérêts-là. Et puis, 91, on est maintenant en 2019, donc je pense que je ne me suis pas trompé. Là. Sûrement. Donc, déjà, tu savais que tu voulais que ton travail se fasse au niveau international pour voyager à travers le monde et connaître différentes populations. Connaître, me remettre en question, assouvir une curiosité aussi presque insatiable, je dirais. Puis une part d'aventure, l'inconnu aussi, mesurer mes limites, puis toujours grandir, puis me remettre en question. Puis il n'y a pas de...
je pense qu'en tout cas, c'est une façon qui est très efficace de se remettre en question, que de se confronter à des nouveaux milieux, des nouveaux environnements, des nouvelles cultures. Des situations d'urgence. Puis dans des situations d'urgence qui exacerbent tout ça, hein, parce que les grandes crises font ressortir à la fois le meilleur et le pire de l'être humain, et puis c'est là où aussi on se teste comme personne par rapport à ces événements-là. Et à ses limites aussi. Hein? Ouais. Donc, tu es au niveau de la Croix-Rouge depuis 1995 à peu près? 91, ouais. 91, ouais. excuse-moi. Et est-ce que tu peux nous redire la mission de la Croix-Rouge, la mission officielle de la Croix-Rouge? Bien, officiellement, on dirait la mission de la Croix-Rouge, c'est de mobiliser le pouvoir d'humanité pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables. Donc, ça peut être en temps de crise, en temps de catastrophe naturelle, de conflit armé, mais aussi de ce qu'on parle des urgences chroniques. Un des thèmes dont on parle aujourd'hui, c'est les urgences sociales, tout ce qui s'appelle la violence interpersonnelle, entre autres dans les communautés autochtones. Donc, comment prévenir la violence, comment briser le cycle de la violence. Donc, il y a l'aspect réponse d'urgence, mais il y a l'aspect prévention de ce qui se passe avant, durant et après les crises. Ah, bien, c'est intéressant. Donc, c'est de travailler sur les comportements des personnes dans une communauté. Voilà. Quand ça bouge. Les comportements, oui. ouais, c'est ça. Bien, ça, c'est intéressant. Tu vois, je ne savais pas que la Croix-Rouge pouvait faire ça. Donc, vous pouvez faire ça aussi dans différents pays. Là. Bien, le mouvement de la Croix-Rouge, c'est un mouvement international qui est présent dans 182 pays. Donc, et ici comme ailleurs, ça repose essentiellement sur le travail de volontaire. Donc, le thème de l'engagement citoyen est un thème qui est au cœur, si on veut, de l'organisation. Oui. Ah, parfait. Et je pense que tu es devenu chef d'opération d'urgence en 2010. Oui. Et c'était le gros événement du tremblement de terre à Haïti. Hein? Oui, c'est ça. Bien, j'avais déjà dirigé une ou deux opérations d'urgence, mais notamment, ma première comme chef d'opération, c'était au Pérou, tremblement de terre en 2007. Mais Haïti, vraiment, parce que ça a été la plus grosse réponse que le mouvement international avait fait dans un seul pays. Donc, ça a vraiment consolidé, si on veut, Quand tu dis le mouvement international, c'est qu'il y avait beaucoup de sociétés de la Croix-Rouge. C'est que la Croix-Rouge canadienne fait partie d'un mouvement international, comme je dis, qui est dans 182 pays. Ces sociétés nationales-là sont regroupées dans une fédération dont le siège est basé à Genève. Et c'est le siège de la fédération, c'est la fédération qui coordonne le travail des activités des différentes sociétés nationales. Donc, en Haïti, par exemple, dans mon équipe, dans l'opération, on avait 35 sociétés nationales, plus de 250 personnes qui travaillaient. Et c'est toi qui coordonnais ça prioritairement? Oui. C'est quelque chose, hein? Oui, bien ça a été une expérience qui m'a vraiment transformé de façon assez profonde. Bien, sûrement. Puis, après ça, j'ai fait d'autres opérations jusqu'à à la fois à l'étranger et au Canada, notamment à Fort McMurray, l'Ebola en Afrique de l'Ouest. En Indonésie aussi, je pense, au tsunami, es-tu allé là? Oui, j'étais là, mais ça, c'était dans un autre rôle. Okay. J'étais plus junior à ce moment-là. J'aurais jamais pris les commandes de cette opération-là à ce moment-là. C'était en 2004, donc il me manquait un petit peu de... Et j'imagine qu'il y a un travail d'équipe extraordinaire qui se fait à ce moment-là lors de situations d'urgence. Hein? Tout le travail, c'est un travail d'équipe. Comme chef d'opération, je veux dire, chacun des membres, puis particulièrement en Haïti, chacun des membres de mon équipe, que ce soit des spécialistes de la santé, de l'eau, de distribution de secours, de logistique et tout ça, tous ces gens-là savaient bien mieux leur travail que moi. Donc, pour moi, mon travail, c'était de leur permettre de leur mettre en place les conditions pour qu'eux fassent le leur, déterminer des priorités. Mais au niveau technique, ces gens-là, c'était les meilleurs, puis ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Là. Des gens d'expérience. Ah oui. Ouais. Parfait. Si on regarde des événements qui sont arrivés un peu plus près de chez nous, il y a eu les inondations à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je pense que la Croix-Rouge canadienne a été présente. La Croix-Rouge était là, oui. Les feux en Alberta. Les feux en Alberta, les feux en Colombie-Britannique, des évacuations de communautés autochtones au Manitoba, la tempête de verglas au Nouveau-Brunswick. La liste ne s'arrête pas. Les inondations à Gatineau, les tornades. La Croix-Rouge canadienne répond à peu près une fois aux 3 heures. À quelque une fois part aux 3 heures? Ouais. Si on ajoute, parce que ça va des grandes catastrophes comme l'évacuation de Fort McMurray, là, où il y a eu 80 000 personnes, jusqu'à un feu de bloc appartement ou de maison qui laisse les gens sur la rue.
Donc, les premiers 72 heures, généralement, c'est la Croix-Rouge qui intervient pour aider les gens, le temps que l'assistance, les assurances s'embrayent, tout ça. Donc, quand vous donnez le service, est-ce que ça doit être la municipalité ou le service de police qui appelle ou c'est vous qui vous rendez automatiquement lorsque vous entendez parler de la nouvelle? Il y a de tous les cas de figure, en fait. Généralement, on a plus de 800, la Croix-Rouge canadienne a plus de 800 accords municipaux pour faire ce mandat-là. Des fois, quand il y a des crises qui dépassent le niveau d'une seule municipalité, c'est la province qui va nous appeler. Et dans des cas exceptionnels aussi, pas exceptionnels, mais des cas de plus grande envergure, on travaille aussi avec le gouvernement fédéral. Donc, c'est vraiment un travail qui se fait avec les différents niveaux de gouvernement et de façon tout aussi importante avec les acteurs locaux. Puis ça, on parle facilement des gouvernements, mais il ne faut pas oublier les acteurs locaux, les acteurs communautaires qui... eux sont là avant la crise, qui vont être là après la crise. Donc, les premiers répondants. Les premiers répondants, mais aussi, par exemple, les gens qui gèrent les abris, les centres communautaires. Les centres communautaires, les banques de nourriture. Arénas. Voilà. Donc, qui ont une connaissance du milieu que nous, on n'a pas. Et qu'il faut s'assurer, justement, de pas miner leur travail. Puis que l'idéal, en fait, une des mesures du succès, pour nous, c'est que quand les organismes qui étaient là avant ressortent renforcés plutôt qu'affaiblis d'une mesure d'urgence. Donc, quand il y a un événement, il y a une mobilisation de plein de citoyens. Voilà. Et c'est grâce à ça, je pense que ça réussit parce que même si vous arrivez avec tout votre équipement et votre aide matérielle, ça prend vraiment l'implication du milieu. Oui. Bien, puis ici comme ailleurs, je veux dire, les premiers répondants, c'est toujours les personnes affectées elles-mêmes. Tu sais, que ce soit dans le cas le plus dramatique, par exemple, le cas du tremblement de terre en Haïti, ça a quand même pris, j'étais dans la première équipe qui est arrivée, ça a quand même pris 2 jours avant que j'arrive, parce que je suis parti du Canada, il a fallu que je passe par la République dominicaine, qu'on descende en camion jusqu'à Port-au-Prince, qu'on s'organise, et puis que là, qu'on commence à monter une chaîne de logistique. Pendant ce temps-là, les gens aidaient leurs voisins, les gens de la Croix-Rouge locale sur place, c'est les premiers qui sont affectés, qui sont les premiers à mettre sur pied. Et toi, lors de cette opération-là, est-ce que tu avais été là, genre 6 mois, 6 semaines, 8 semaines? Non, en Haïti, c'est vu... Normalement, dans une phase d'urgence comme ça, ce qu'on appelle nos rotations, c'est 4 semaines. Moi, après 8-10 jours en Haïti, j'ai envoyé un message à tous les chefs d'équipe et je leur ai dit qu'on ferait des rotations de 3 semaines parce que c'était particulièrement difficile à tous les niveaux, là. C'était rough, physique, technique, psychologique, émotif. Fait que j'ai dit, OK, on a vécu bien les affaires qu'on n'avait jamais vécues avant là, au niveau de l'intensité. Puis c'est prudent aussi de se ménager soi-même puis de ménager les équipes. Pour que vous soyez en mesure d'aider, il faut vous protéger vous autres aussi. Voilà. Hein? Et à travers toutes ces expériences-là, je pense que tu as visité 30 pays de tes voyages de travail. J'imagine qu'il y a eu quand même des difficultés ou des obstacles en cours de route. Veux-tu nous en parler juste peut-être de quelques-uns? Bien, le premier qui vient à l'esprit, c'est toujours la sécurité. Hein? Je veux dire, notre sécurité dépend largement de l'acceptation des gens qui sont sur place. Donc, non seulement l'acceptation des communautés auxquelles on vient aider, mais surtout dans de leur ces réaction quand vous arrivez, là? De leur acceptation, oui, mais aussi celle des acteurs armés qui sont partis au conflit. Donc, il faut s'assurer que les gens comprennent qui on n'est pas, qu'est-ce qu'on fait pas, puis que... Est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y a eu peut-être un risque pour ta sécurité à toi, là? Oui, la mienne, c'est arrivé à quelques fois. Oui, mais c'est rien dont je peux arriver à me sortir en négociant. Mais je veux dire, moi, j'ai été chanceux, mais malheureusement, à tous les ans, puis plusieurs fois par année, on a des gens qui sont blessés ou tués dans le cours des opérations. Moi, il y a un événement qui m'avait marqué, que tu m'avais conté que tu avais libéré un otage, je pense que c'est un Canadien. Je ne sais pas dans quel pays c'était, mais que tu étais allé chercher en hélicoptère, puis que tu lui avais passé ton cellulaire pour qu'il appelle sa fille. Oui. Peux-tu juste nous dire un peu le contexte? C'était en Colombie. Je dirais pas que je l'ai libéré, parce que dans le fond, c'est le groupe qui le détenait qui l'a libéré. T'es allé chercher. On a facilité, la Croix-Rouge a facilité, on a organisé la libération. Donc, on a fait le contact avec les groupes armés, les familles, les ambassades. Il y avait 2 Canadiens puis un Français.
Et puis, le jour où on s'était entendu, on est allé les chercher dans la jungle. Je m'en souviens, tu l'avais raconté, Ouais. là, mais je m'en souviens encore. Ça fait qu'à travers toutes ces expériences-là, il y a ton entourage familial, personnel, les amis, le travail. Le soutien doit être assez important. J'imagine que la Croix-Rouge vous apporte un gros soutien en cours de travail. Hein? Oui, bien, je veux dire, je me sens très privilégié d'avoir pu d'une part contribuer, mais aussi d'avoir compté sur le soutien de Et l'organisation. depuis 4 ans, vu que ton rôle a changé, que tu es plus au Canada, est-ce que c'est toi ça. qui es devenu le soutien de travailleurs? Veux-tu nous parler de ton travail actuel Bien, depuis je l'ai 4 fait, ans? c'est ça. Quand j'ai eu mes enfants, j'ai une petite fille qui va avoir 6 ans en avril, puis un fils qui a 4 ans, bien, mes priorités ont changé, puis le niveau de risque auquel j'étais prêt à m'exposer a changé aussi. Là, je savais que j'avais une autre responsabilité maintenant. Puis c'est en Centrafrique, puis en Afrique de l'Ouest, lors de l'épidémie d'Ebola, que là, je me suis dit, bon, on va peut-être commencer à réaligner. Et depuis, une partie importante de mon travail, c'est de la formation puis le développement du leadership des nouveaux et des prochains chefs d'opération. Donc, ceux qui font le travail que je faisais avant. Donc, je fais du coaching, je fais de la formation, je fais de l'appui. Puis, ben, j'espère comme ça de pouvoir transmettre un peu de cette expérience-là. J'imagine qu'avec tous les voyages de travail que tu as fait, tu as vu un peu de tout, ce qui fait que tu peux apporter des réponses aux questions qui te sont amenées. Hein? Ben, en fait, moi, mon approche, c'est plutôt d'aider les gens à se poser les bonnes questions, plutôt que de leur donner des réponses. Parce que je pense que mon expérience est valide jusqu'à un certain point, mais je pense que ce qui permet aux gens de faire le meilleur travail, c'est de se poser les bonnes questions puis d'apprendre à planifier. À guider puis à suivre leur intuition. Donc, les conversations que j'ai, c'est surtout... Moi, je leur envoie la balle. Je dis, ben, qu'est-ce que toi, t'en penses? Ou qu'est-ce que tu as fait là-dessus? Puis après, un peu des guider là-dedans. Mais je pense que c'est quand les gens font le travail eux-mêmes plutôt que de leur donner la réponse. Mais ça doit être assez motivant de faire ce travail-là aussi, hein? Bien, c'est intéressant. Je veux dire, à un moment donné, il a fallu que je fasse mon deuil parce qu'il y a une grosse partie, c'est très valorisant d'être sur les premières lignes de situations importantes, puis de faire un travail comme on fait, où on vient en aide, puis on a l'impression de contribuer. Et de plus faire ça, mais quand même trouver un sens à mon engagement, de le faire d'une autre façon. Donc, c'est plus ténu, mais quand j'en ai justement qui sont ici et puis qui me disent que... Un exemple, on avait déjà parlé, j'ai fait une session sur la négociation, puis cette personne-là, la semaine d'après, m'a dit « Je m'en suis servi depuis ce temps-là, puis c'est vraiment merci. » Fait que c'est comme le fun de s'en sentir que j'ai pu aider cette personne-là à faire... C'est encore très utile. Oui. Parfait. Et au fil des années, si on aborde ta conception à toi de l'aide humanitaire depuis 15 ans, est-ce que ça l'a changé à cause des événements ou à cause de tes expériences? Comment tu te voyais 15 ans auparavant par rapport à aujourd'hui, ta conception de l'engagement humanitaire? Oui, c'est moins ma conception de l'engagement humanitaire que la conception du système d'aide humanitaire, en fait, sur lequel je réfléchis beaucoup, parce que, je te donne un exemple. Pour le tremblement de terre en Haïti, juste la Croix-Rouge canadienne, on a récolté au-dessus de 200 millions de dollars canadiens qu'on a envoyés, puis qui est allé sur l'aide sur le terrain là-bas. La même année, à la fin de l'année, il y a eu des inondations au Pakistan qui ont affecté 20 millions de personnes, peut-être 26 millions de personnes. Mais les inondations provoquent pas la même réaction émotionnelle, provoquent pas la même empathie qu'un tremblement de terre. Ou les inondations qu'on a au Canada, c'est pas la même chose que des évacuations de feux de forêt. Et puis, il y a une limite, c'est si de on comprendre qu'est-ce qui fait que les gens sont plus touchés à en fait, c'est que là où j'en suis arrivé dans ma réflexion, c'est que les moyens dont on dispose pour monter une opération d'urgence sont moins une fonction des besoins réels des gens que de l'émotion que ces besoins-là suscitent. Ce qui fait que ça fait différentes catégories. Alors que toi, tu as perdu ta maison à cause d'une inondation ou à cause d'un incendie, tu as quand même perdu ta maison. Mais les moyens dont on dispose, nous, comme acteurs humanitaires,
pour une inondation qui est plus bas profil, qui moins... Puis, je veux dire, Fort McMurray, c'est un exemple. C'est des images qui ont fait le tour du monde, les colonnes de feu, puis fait que ça a fait une vague d'empathie et de solidarité, alors que l'année d'après, la tempête de verglas qu'il y a eu au Nouveau-Brunswick. Et puis, je veux dire, si tu prends chaque famille de façon isolée, comme je disais, que tu as perdu ta maison à cause d'un feu ou à cause d'une inondation, si tu n'avais pas d'assurance, tu as quand même perdu ta maison, mais les moyens dont on dispose sont vraiment différents. Fait qu'il y a un peu une limite structurelle là-dedans, puis... Mais je pense que je comprends ce que tu veux dire, et le plus bel exemple, plus près de chez nous, c'est l'incendie à Lac-Mégantic en 2013. Quand tu parles d'émotion, c'est que ça a bouleversé le monde entier, et c'était un événement que tout le monde se souvient où il était ce matin-là du 6 juillet 2013. Oui, fait que c'est ça. Ça devient dans la psyché collective. Et puis pour moi, c'est difficile. Je veux dire, on ne peut pas placer une hiérarchie dans la souffrance puis les besoins. Mais à cause des ressources, finalement, ça crée, veut pas, certaines limites dans des situations. Je comprends. Ça fait que la Journée mondiale de l'aide humanitaire est célébrée le 19 août de chaque année. Des gens qui ne peuvent pas physiquement aider à l'aide humanitaire, je pense que la Croix-Rouge recueille les dons financiers. Et j'aimerais ça peut-être, en terminant, te demander, je demande toujours à mes invités un message pour le public, le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aurais à dire particulièrement aux gens en 2019 face à l'aide humanitaire, à la Croix-Rouge canadienne? Qu'est-ce que tu aurais à nous dire? Bien, pour revenir sur le thème de l'engagement citoyen, je pense que l'aide humanitaire, ça passe pas nécessairement par les voyages dans d'autres pays, puis l'exposition au risque. Je veux dire, toi, tu en es un exemple d'une personne qui s'est engagée dans la communauté. On peut faire de l'aide humanitaire chez soi. L'humanitaire, c'est d'aider l'autre, dans le fond. Fait qu'on n'est pas obligé de s'exposer aux maladies, aux dangers, au kidnapping et tout ça pour le faire. C'est moins exotique, c'est peut-être moins glamour, mais c'est quand même la substance est la même. Fait que je pense pas que ça... Donc, c'est les gens qui ont un comportement d'altruisme en soi. Il suffit de sentir qu'on peut faire quelque chose puis de vouloir le faire, je pense. Puis ça commence par là. Puis après, bien, si ça amène les gens à vouloir le faire puis à en faire une... Moi, je trouve que c'est un privilège que j'ai eu d'avoir pu faire une carrière avec une passion, mais ça peut prendre toutes sortes de formes. Hein? Oui, puis tu as rencontré vraiment, je suis certaine, des gens très humains ou humanistes. Hein? Ah oui, je veux dire, pour moi, c'est un privilège d'avoir pu rencontrer, c'est ça, cette communauté-là de valeurs aux quatre coins de la planète, parce que le travail qu'on fait, on le fait toujours avec des volontaires de la place, puis c'est des gens qui sont là justement pour aider leur propre communauté, comme... Puis, c'est un peu le miroir que je vois quand moi j'étais jeune. Quand moi j'ai commencé à Sainte-Marie en 91, les gens que je retrouve là, c'est des gens qui se sont dit, bon, ben il y a des gens qui sont dans le besoin. Au lieu d'aller dans une gang de rue, au lieu de faire quelque chose, ben je vais m'engager avec mon organisation, ma Croix-Rouge locale, puis je vais aider les gens. Donc, puis tu vois, aujourd'hui, je travaille avec des gens qui viennent encore des quatre coins de la planète. Puis c'est un travail qui n'est jamais fini. Hein? Donc, Parfait. Bien, merci beaucoup, Jean-Pierre, de nous avoir donné de ton temps. Et comme je te connais depuis quelques années, je suis certaine qu'avec ta bienveillance et ton leadership, que tu motives énormément les gens que tu rencontres. Puis encore, bravo. Merci, Linda. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.